Hello, bonjour, bienvenue sur notre émission Élégance éternelle avec Noélia Montero. Avec Noélia qui est une amie très chère à moi, mais également une avocate de la durabilité donc dans la mode, en faisant attention, elle fait vraiment très attention dans ses designs, dans sa création à notre maison mère. Elle est également professeure à l'université de mode à Barcelone. Je suis vraiment ravie de pouvoir l'accueillir aujourd'hui avec vous pour donc cette émission de Élégance éternelle. Et rappelez-vous que la mode, ce n'est pas ce que l'on porte, mais c'est surtout notre façon d'être et de vivre. Je vous remercie beaucoup et je vous dis à tout de suite avec Noélia Montero. Hello, welcome on this new episode with Noélia Montero, Éternelle Élégance. Elegance, what's elegance? What's fashion? It is not what we wear, but it's also how we live and the way we are in ourselves, in our body, but also in our mind. Noélia Montero is a wonderful friend of mine, but also a creator, a designer that creates her own brand, Misuchin. She's half Peruvian and half Spanish, born in France. So she will be able to tell us all about fashion, about the way she teaches her student at University of Barcelona, where she holds as well a degree, but she also teach there in the fashion area at this university. Please join me on Éternelle Élégance today with Noélia Montero for this episode. Thank you again for all your support and all your motivation for us to continue with Accessible, because now we have reached 10,000 subscribers. So really thank you from the bottom of my heart, and for us all as an Accessible team for joining us on this episode, but also for all your support and all your wonderful messages. Have a beautiful evening and I will see you immediately. Thank you. Bonjour, bienvenue sur notre épisode d'Éternelle Élégance ou Élégance éternelle en français. So just wanted to welcome you on this episode of Éternelle Élégance where we're going to have it in French. But as usual, do not worry, everything is going to be sorted for you to be able to listen to it from all around the world, as you will have this title in English. So I welcome you very much on this episode. Bienvenue donc sur cet épisode avec mon invité d'aujourd'hui qui sera Noélia Montero. Et je voudrais donc, on va parler de la mode, on va parler de la mode en ce moment, d'ancienne mode, de son parcours. Mais surtout, je voulais donc rappeler et dire cette petite citation, que la mode, l'élégance surtout, n'est pas ce que l'on porte, mais comment on vit, la manière dont l'on vit. Donc, allons-y, on y va. Rejoignez-moi avec Noélia Montero et Éternelle Élégance ou Élégance éternelle. Merci beaucoup. Alors, bonjour. Bonjour Noélia, comment tu vas? Bonjour Joyce, je vais très bien, très contente d'être ici. Merci de m'avoir invitée. Merci d'avoir accepté notre invitation et bienvenue donc à Porto. Je vais juste rappeler à nos auditeurs que je connais Noélia et donc nous allons nous tutoyer, on va pas faire semblant. Écoute, vraiment ça me fait très plaisir de t'accueillir ici et magnifique parcours qui est ta vie aussi également. Parle-nous juste de ton parcours. Donc, le départ, je sais que tu es née en France, un petit peu de tes origines, et raconte-nous. Très bien. Je vais essayer de résumer, de faire assez rapide. Je suis donc née à Nantes, là où nous nous sommes rencontrés. J'ai étudié, mon père est péruvien, ma mère est espagnole, et j'ai étudié à Nantes sciences économiques. Et je suis repartie ensuite en Espagne et en Amérique latine, parce que pour moi, c'était très important de connaître mes origines et de savoir ce que c'était que de vivre dans un autre pays. Donc, je suis partie vivre au Pérou et je me suis installée ensuite à Barcelone, là où j'ai commencé à travailler. Et ma plus grande expérience, ça a été dans le secteur de la mode, dans le secteur textile, en fait, où j'ai travaillé 10 ans.
Et cette entreprise a décidé de fermer son bureau d'achat, ce qui fait que moi, j'ai décidé d'apprendre ce que c'était que la mode, alors que ça faisait déjà 10 ans que j'étais dans ce secteur-là. Et j'ai fait donc un master pour être de créateur de mode. Et là, j'ai appris le mot créativité, le mot que je ne connaissais pas, et qui m'a donné une très grande liberté et qui m'a permis aussi de me rendre compte à quel point les choses sont beaucoup plus faciles et qu'il était très important pour moi d'être authentique dans tout ce que je faisais. Donc j'ai créé, à partir de là, j'ai décidé de créer ma propre marque de mode, mode durable. J'ai énormément recherché ce que ça voulait dire la durabilité également. Et j'ai créé ma marque, donc Mieux Soutine. Voilà, Mieux Soutine. On va y revenir à Mieux Soutine. Donc, donc tu nous emmènes avec toi. Donc, tu es à Nantes, tu fais l'université et ensuite tu pars vivre au Pérou. Oui. Et là, tu rentres pas en France, tu pars sur l'Espagne, n'est-ce pas? Et de là, comment est venue Pinky? Parce que Noélia a également tu as géré tout ce qui est le côté... Mais les achats, une partie des achats, une partie des familles il y a eu énormément d'organisations dans cette entreprise-là. Donc, au début, quand j'ai commencé à travailler dans l'entreprise, je m'occupais des achats pour tout ce qui était manteau-veste. Ensuite, il y a eu des changements, donc je me suis occupée de tout ce qui était à voir avec le travail à façon, c'est-à-dire CMT en anglais, c'est-à-dire quand on achète les tissus, les fournitures et on s'occupe d'envoyer tout le kit pour la production dans des pays comme le Maroc, la Tunisie ou des ateliers espagnols également. Après, je me suis occupée de tout ce qui sont les basiques mailles, donc énormément d'achats en Chine, en Bangladesh, en Inde, dans les pays, dans certaines zones. Et j'ai également je me suis occupée du jean, du denim, du pull, des accessoires, de tout. De tout. D'accord, donc tu gérais vraiment Pinky au niveau européen, en fait, ou la France? Oui, non, européen. Donc, Pinky avait une organisation à ce moment-là avec 4 centrales d'achat. En Espagne, on s'occupait d'une partie des achats et on s'occupait pour tous les réseaux qu'ils avaient des magasins, des 600-700 magasins qu'il y avait au niveau européen généralement. Il y avait quelques pays aussi au Moyen-Orient, mais généralement c'était très centralisé en Europe. Quand on a commencé, il y avait 4 centrales d'achat et petit à petit, avec les années, la centrale d'achat en Allemagne a fermé. Ensuite, c'était l'Italie. On nous a toujours dit qu'on garderait l'Espagne parce qu'on est à côté de Inditex, de Mango, de grandes entreprises qui ont un grand pouvoir au niveau de la fast fashion et de la mode pour ce type de mode. Et finalement, ils ont quand même fermé. Ils sont venus un jour sans nous grande surprise en nous disant que finalement, ils décidaient de fermer. Et pour moi, ça a été l'opportunité de me dire, ces 10 années, en fait, ces 10 années qui sont très intéressantes. Voilà, c'est ce que j'allais te dire. Donc, ayant travaillé pendant 10 ans donc chez Pinky, je suis sûre que ça t'a ouvert énormément ça t'a ouvert l'esprit, mais également au niveau expérience par rapport au textile, par rapport à comment est-ce que tu voudrais toi ensuite avancer dans ce domaine de création peut-être, et donc c'est ce qui nous amène à Mieux Soutine, donc la marque qu'a créée Noélia, donc Mieux Soutine. Alors dis-nous comment c'est arrivé, qu'est-ce qui a déclenché? Alors, il y a 2 choses qu'en fait, je peux résumer de mon expérience à Pinky. J'ai adoré. Vraiment, j'ai beaucoup aimé parce que c'est vrai que c'est le secteur de la mode. Et en fait, moi, je n'ai jamais été pensée ni orientée pour travailler dans la mode. Vraiment pas. Enfin, j'aime la mode. J'ai toujours été entourée. J'aime beaucoup. Enfin, oui, mais pas de là à me dire je veux être créatrice de mode ou je veux faire quelque chose dans la mode. C'est juste ce travail-là. Quand j'ai vu cette offre de travail à Pinky, je trouvais ça très intéressant. Et quand j'ai commencé, dès le premier jour, j'étais happée par ce qui est ce secteur-là. C'est un secteur extrêmement dynamique, qui est évidemment en relation avec la mode, en relation avec la société, parce que c'est en relation avec ce qui se passe au niveau culturel, au niveau musical, au niveau du cinéma, au niveau des influenceurs. C'est vraiment être dans la vie telle qu'elle est et qui change. Et ça se challenge de toujours proposer des collections qui sont vraiment ce que les gens attendent, de comprendre quelles sont les attentes du consommateur et d'apporter plus qu'un habit. C'est vraiment plus qu'un habit. Donc c'est quelque chose pour ça qui m'a énormément plu. Mais après, il y a 2 choses qui m'ont
énormément, qui pour moi me posaient problème. Une, c'est la culture, le management des entreprises, de certaines entreprises qui sont incroyablement dures. Et après, c'est tout ce qu'on voit dans le secteur textile, c'est-à-dire que on est tellement dans un objectif de marge, de bénéfice, qu'on oublie beaucoup de ce qui est l'impact environnemental de tout ce qu'on fait. Oui. C'est-à-dire que moi, quand je voyageais dans les pays asiatiques, en grande partie, ou même en Turquie, on voit des réalités qui peuvent être dures, alors que ce sont les réalités, les meilleures, on va dire, réalités qu'on peut nous montrer. Parce que nous, on y va en tant qu'acheteurs, en tant que, pour eux, nous, on représente des millions d'euros, on représente la durabilité de l'entreprise. Donc, on nous présente toujours de ce qui peut être plus présentable. Et même cette réalité-là peut être choquante pour nous, de dire, ce garçon a 16 ans, il est en train de travailler, il est sur pieds nus sur un tas de tissus à couper avec une scie électrique. Est-ce que c'est vraiment quelque chose, est-ce que on fait vraiment attention à tout ce qui est la sécurité, à comment on est en train de travailler. Et j'ai été confrontée dans ces 10 ans à plusieurs cas de figure qui m'ont fait comprendre que il n'y avait pas de transparence, il n'y avait pas de traçabilité, qu'on était en train de nourrir tout un secteur qui ne faisait pas attention vraiment aux conditions de vie de ces gens-là. Et même par rapport à nous comme consommateurs, évidemment, l'Union européenne a énormément de normes par rapport à tous les éléments azoïques, énormément de choses pour que les habits qu'on ait soient des habits qui ne nous provoquent pas de problème. Mais de la même manière, c'est très compliqué de contrôler le 100% de ce qu'on est en train de faire. Et par les problèmes qu'on a eus dans cette entreprise-là, je me suis rendu compte que nous-mêmes, nous n'étions pas capables de contrôler le 100% de ce qu'on faisait. De ce que vous faites. Voilà. Et donc, par rapport à ça, donc déjà premièrement, la signification de Miss Soutine. Miss Soutine, alors j'ai mis un peu de temps à trouver le nom. Oui, je me rappelle encore, j'étais à Singapour quand tu m'as dit voici les noms, qu'est-ce que tu en penses? Et là, je disais mais je regarde quoi? C'est pas un langage que je comprenais. Tu comprends? Donc je dis là mais lequel? Alors j'ai choisi juste. Enfin, je te dis, ça me plaît bien. Toi, tu me disais ça te plaisait bien. Je me rappelle encore quand tu m'avais envoyé quelques mots sur un email. Donc, dis-moi la signification. C'est du quechua. Alors, j'ai voulu trouver quelque chose qui avait une résonance par rapport à moi, par rapport à mes racines. Comme mon père, il est péruvien, ma mère est espagnole et moi, je suis en France. Donc, j'ai choisi le quechua. Alors, mon père peut pas le quechua. Alors, il va nous expliquer c'est quoi le quechua. C'est une des langues qu'on parle au Pérou. Pas qu'au Pérou d'ailleurs, mais c'est une anda, un langage, enfin une langue. Oui. Et donc, j'ai cherché par rapport à cette langue-là des mots qui avaient un sens et qui avaient une sonorité qui me plaisait. Et donc, Miss Soutine, ça veut dire vendre la vérité. Vendre la vérité. Vraiment très intéressant, d'accord. Et finalement, c'est le mot que j'ai gardé, parce que c'est vrai que j'ai demandé à les personnes qui étaient importantes pour moi quel était un peu leur ressenti par rapport à ce nom-là. Et puis, je me suis dit qu'après tout, c'était celui qui avait le plus de sens avec tout ce que je voulais raconter. Donc voilà, c'est celui que j'ai conservé, qui est compliqué à mémoriser, Miss Soutine, qui fait penser un peu à Miu Miu. Miu Miu me disait, on peut penser à Miu Miu, c'est peut-être pas ce qui, mais pourquoi pas. Mais bon, mais c'est une façon de se repérer aussi, tu vois, même si ce n'est pas du tout, vous faites pas du tout la même chose. Hein. Non. Donc, on va de toute façon voir quelques images de tes créations, de vêtements que vous allez pouvoir voir tout le long de l'émission et apprécier un petit peu ce qu'a créé donc Noélia. Donc de là, donc Miss Soutine, donc tu l'as lancé et je sais que donc tu as travaillé énormément donc t'as créé, tu as un atelier, tu avais des personnes qui travaillaient pour toi dans cet atelier. Oui, parfois, pas tout le temps, parfois. J'ai commencé, on était 2, ensuite j'étais seule et après il y a d'autres personnes qui sont venues m'aider. Voilà, il y a eu tout un cheminement. Oui. Ça a été 10 ans. Pas fini encore, je dirais, au jour d'aujourd'hui, la marque encore là, mais c'était 10 années. Et donc, tu faisais aussi des défilés, tu étais sur les podiums. Aussi. Vas-y. Les défilés, c'est quelque chose, je dois dire que moi, j'adore créer une marque, j'aime beaucoup la partie créative, c'est ce que j'ai appris donc en faisant ce master de créateur de mode. Et j'adore la partie des défilés. Je trouve qu'il y a j'adore organiser, non seulement préparer la collection, préparer le défilé, parce que c'est une manière, dans un catwalk, de montrer avec quelques
outfits, de pouvoir montrer sur quoi on a travaillé et d'accessoriser, de raconter une histoire, d'aller au-delà. Et il y a une partie un petit peu aussi qui peut être théâtrale aussi. C'est quelque chose, je pense, qui dit beaucoup d'une marque, de notre travail par rapport à une collection. Et puis après, la partie même d'organiser un défilé, je trouve ça incroyablement intéressant de travailler à choisir les modèles, de choisir le maquillage, la coiffure, de travailler avec toute l'équipe technique par rapport à l'illumination qui est incroyablement importante. Avec les photographes, d'avoir toute l'organisation derrière pour que tout soit fluide, parce que c'est peu de minutes, et il y a un travail monstrueux derrière qu'on ne voit pas en fait. Et le stress quand le défilé arrive et que c'est le moment, et la rapidité qu'il faut, parce que parfois c'est le même mannequin qui redéfile. Donc c'est déjà un événement. En tant qu'événement, j'adore. Et pour une marque, c'est un moment unique. Je peux imaginer. Et aussi, donc tu as fait des défilés à Barcelone. Et où d'autres? Non, à Madrid aussi. À Madrid, oui. J'ai défilé, mais moi je n'étais pas là à Hawaï, pardon, excuse-moi, j'ai des accents espagnols. Hawaï, pardon. Tu as tes racines aussi. Ta maman est espagnole, donc d'ailleurs je la salue. Je sais qu'elle nous regarde, donc je vais bien la saluer, ta maman. Et ton papa aussi. Voilà, exactement. On va être content si on lui dit rien. Voilà, on l'a dit en même temps alors. Et puis par ailleurs, toute ta famille, tes frères et sœurs que je connais très bien. Donc, ils seront ravis. Vraiment ravis. Donc oui, alors Hawaï, Barcelone, Madrid. Oui, c'est ça. Et je ne pense pas avoir fait d'autres défilés, non. Voilà. Mais donc tu es donc à Ibiza. Pardon, je te coupe. À Ibiza aussi. Tu as fait Ibiza. Ça, je me rappelle que tu m'avais parlé d'Ibiza. Et donc tu continues donc Miss Soutine, et que tu as commencé, donc ça fait quand même 10 ans que tu maintiens quand même, tu essaies de maintenir. Vente en ligne. Oui, c'est ça. Surtout vente en ligne. Jusqu'au confinement, je vendais surtout à travers des magasins. Donc c'était totalement un autre réseau, une autre manière de travailler qui, moi, me correspondait bien, de travailler sur catalogue, avec un temps pour préparer la collection, pour faire le shooting, de vraiment, parce qu'on travaille avec des délais de 6 mois avant, on les vend 6 mois avant la période, la saison, donc c'était un rythme qui me fonctionnait bien, mais c'est vrai qu'à partir du confinement, il y a eu un changement parce que je travaillais avec des multimarques, des boutiques. Et c'est vrai que le confinement a fait beaucoup de mal à beaucoup de boutiques. Et donc, il y a eu un moment un peu de réflexion et de dire, est-ce que ça vaut vraiment la peine? Et en fait, je dois dire qu'il y a 2 ans que ma marque est disponible en ligne. Je suis sur un marketplace aussi, The Good Shop, qui est en Espagne, qui vend aussi mes habits. Et je ne vends plus à travers des magasins. J'ai décidé d'aider d'autres entreprises aussi à être plus dans la durabilité. Donc, je travaille en tant que consultante. D'accord. Et puis, depuis quelques temps, depuis cette année, je suis donc professeur enseignant dans une école de mode. Dans une école de mode à l'université Barcelone. LSI, tu peux dire le nom, voilà. Et justement, j'allais arriver à ça. Donc, comment tu as fait cette transition où tu sens que en fait tu avances en même temps sur... De toute façon, tu enseignes la mode dans une université. Toi-même, tu possèdes un master. Donc, est-ce que tu sens qu'avec Miss Soutine, c'est parallèle, ou tu penses que tu te dévies, ou tu penses que tu continues sur le même trajectoire? J'ai l'impression que tout est très complémentaire. C'est incroyable parce que en fait, ma marque, j'étais vraiment sur le point de l'abandonner. Et le fait de commencer à travailler dans cette école, dans cette université LSI, dans cette école de mode, d'expliquer aux élèves qui sont en 3e ou 4e année, donc ont commencé à avoir leur vie professionnelle, qu'est-ce que ça veut dire travailler dans une entreprise de mode? Qu'est-ce que ça veut dire d'être créateur de mode, d'avoir sa propre entreprise? Qu'est-ce que ça veut dire d'introduire la durabilité dans son... Ça a énormément... Ce que j'enseigne est vraiment relié à mon expérience dans cette multinationale, à mon expérience avec ma marque de mode. Et moi, m'a nourri parce que maintenant, d'être avec des gens qui sont créatifs et qui sont dans la créativité m'a donné tellement envie de me dire, mais j'aime ça, j'aime la création, j'aime créer. Et j'aimerais en fait continuer avec ma marque. Alors que j'ai vraiment été sur le point de dire non, c'est fini. Non. Je vais être consultante, je vais être prof. Et je fais des formations aussi pour expliquer un petit peu par rapport à la durabilité.
Ça me suffit. Et en fait, je vois que non, j'ai besoin. J'aime. Puis tu aimes créer. Moi, on se connaît depuis très longtemps avec Noélia. Hein. Nous avons été ensemble au lycée à Nantes. Oui. Donc, on se connaît depuis très, très longtemps. Et c'est pour ça que je dis toujours, des fois, c'est comme les mariages. Et des fois, on s'est toujours compliment. Tu sais, tu remplissais quelque chose que moi j'avais pas et moi je remplissais quelque chose que toi tu n'avais pas. Ça c'est vrai. Mais toutes les deux on a toujours été assez créatifs. Donc ça m'étonne pas du tout. Bon après ça, comme je dis, les bons amis restent toute sa vie, même si on est à l'autre bout du monde. C'est vrai. Hein, puisque tu es partie à l'autre bout du monde et moi aussi. Et pourtant, on se suivait toujours et je savais que tu allais, à un moment donné, rentrer dans la créativité. Et ça m'a pas du tout étonnée quand tu m'as dit que tu commençais avec Pinky, la mode, enfin, tout ce que tu viens de décrire, ton parcours. Et justement, comme tu me connais, donc tu sais que j'aime bien créer aussi, malgré que, bon, évidemment, j'ai fait le métier de journaliste. Mais et donc j'aime bien écrire. Pour moi, c'est vraiment une thérapie depuis tout le temps. J'écris, je prends mon petit livre, j'écris. C'est vraiment une thérapie ou créer des chorégraphies, comme tu le sais. J'écris donc, en préparant l'émission, je suis venue sur une citation que moi-même j'ai créée, enfin j'ai pensée, et je le dis en français et aussi en anglais, comme tout à l'heure quand j'ai commencé. Donc l'élégance n'est pas ce que l'on porte, mais ce que l'on vit. Comment on vit, de la manière que l'on vit. Qu'est-ce que tu en penses de cette citation? Je trouve que c'est ça. L'élégance, c'est la partie évidemment externe, la partie beauté, la partie habits, maquillage, tout ce qu'on peut. Mais je pense que cette élégance-là, elle vient surtout de l'intérieur, en fait. C'est une forme je pense, d'authenticité. Oui. De tranquillité aussi, de calme et d'être soi-même. Et ça vient de manière naturelle, cette élégance-là. Une manière d'être, de parler, de se comporter. De se comporter, voilà, de penser, des autres, de vivre la vie. Aussi. Oui, tout à fait. Exactement. Et maintenant, dis-moi, si par exemple, tu aurais des conseils à donner à nos jeunes étudiants, puisque tu les accompagnes tous les jours. Oui. D'ailleurs, je te pose une question par la suite par rapport à ça, par rapport à tes étudiants à l'université, mais à nos étudiants en général, qui ont des fois un petit budget, mais qui aiment s'habiller, qui voudraient quand même pouvoir acheter des choses sans avoir dépensé énormément d'argent. Comment tu les conseillerais? Comment acheter? Quoi faire? Alors, il y a énormément de choses à dire, parce que c'est vrai que quand on a un petit budget, c'est évidemment très facile d'aller acheter à des marques chinoises qui vendent à des tout petits prix et qui vendent en ligne des paquets que l'Union européenne est incapable de contrôler. Oui. Donc, la tentation est incroyablement grande. Moi, je pense que il faut avoir une conscience, il faut être responsable au niveau de sa consommation, et il n'y a pas d'âge pour être responsable. Et il y a énormément de solutions. Il y a évidemment la seconde main de tous ces magasins qui peuvent offrir et qui offrent parfois avec des étiquettes parce qu'il n'a jamais été porté, des habits dont personne ne veut. Il y a aussi ce qu'on appelle les swap parties, de faire des fêtes ou des événements entre amis ou même entre gens qui ne se connaissent pas et de s'échanger des habits. On a tous énormément d'habits. On ne porte que le 30 ou le 40% de ce qu'on a dans notre armoire. J'ai le 60% qui est là. Il y a des choses belles, des choses qui sont de qualité, des choses que peut-être ne vont plus parce qu'on a grossi, on a maigri ou parce que ça correspond plus à notre manière de vivre, mais qui peuvent perdre le bonheur de beaucoup d'autres personnes. Et je pense qu'en fait, il faut redonner aux habits leur valeur. C'est difficile et je comprends que maintenant on est dans un monde très très réactif de réseaux sociaux où les modes sont vite. Oui. De la même manière qu'elles arrivent vite, elles sont vite démodées. Démodées, tout à fait. Et c'est là en fait le problème, je pense, pour les jeunes de pouvoir se faire être en dehors, d'essayer d'être un peu de se protéger de ces tendances qui en fait ne mènent à rien. Il faut avoir une certaine personnalité, ou peut-être il faut réfléchir, ou peut-être il faut être
conscient en fait de ce qu'on est nous en tant que personne, de ce qui nous va bien, et d'essayer de ne pas être si sensible aux nouvelles tendances qu'on est en train de voir partout. Ça, c'est une bonne idée. Alors, se réunir, par exemple, entre étudiants et échanger nos vêtements. Je sais pas, moi, j'emmène trois choses, toi, tu emmènes 3 choses et on se voit pour tous ensemble, ça fait plusieurs vêtements et pouvoir les échanger. Je trouve que c'est vraiment pas une mauvaise idée. Échanger, quand je dis peut-être, je sais pas si tu peux acheter quelque chose pour 5 €, 10 € ou juste Bien pour sûr, mettre une valeur dessus, mais tout à fait. sans avoir c'est vrai que ce que tu dis, il y a des choses encore peut-être belles et on n'utilise plus. Très, très bonne idée pour nos amis étudiants. Et puis après, je pense qu'il faut se connaître soi-même et puis il faut aussi regarder ce qu'on a dans son armoire et d'essayer de refaire des outfits différents. On a toujours l'habitude de se mettre des choses de la même manière, mais parfois de faire cet exercice, de sortir dans l'armoire, de tout mettre sur son lit et de s'essayer. Et de voir, mais ça, peut-être que je peux le combiner avec ça, ou peut-être, parce que parfois, on n'a pas trop le temps, enfin, peut-être qu'à un certain âge, qu'on est jeune, peut-être qu'on a plus ce temps-là, mais de se dire, non, mais peut-être que cet habit que je mets jamais, si je le mets avec ce pantalon, ou si je le mets de cette autre manière, d'être un peu plus créatif aussi. Plus créatif aussi. Tout à fait. Très bien. Et dis-moi, par rapport à donc, tes étudiants à toi, avec l'université, qu'aurait pu je veux dire, comment est-ce que tu parles de tout ça avec eux? Comment est-ce qu'ils réagissent? Est-ce que tu pourrais nous donner une anecdote qui t'a peut-être choqué ou t'a peut-être plu, ou les deux? Alors, j'essaye de leur expliquer, mais j'ai toujours un petit peu pas de pudeur, mais je fais attention un peu à comment je leur explique les choses pour ne pas les noyer, en fait, parce que le secteur textile est un secteur qui a un grand besoin de transformation, un énorme besoin de transformation. Et eux vont être ceux qui vont travailler donc dans ce secteur-là. Ils doivent être le moteur de ce changement-là. Et j'aimerais que cette prise de conscience qu'ils aient soit une prise de conscience qu'ils fassent eux-mêmes. De les accompagner dans cette prise de conscience. Parce que quand on explique et qu'on donne les choses et qu'on explique les choses de manière un peu trop rude, on peut avoir une réaction qui ne soit pas productive, en fait. Donc, j'essaie de les accompagner, à leur expliquer. Une anecdote qui m'a pu me choquer. Il y a eu plusieurs anecdotes, mais peut-être parfois, je leur mets dans des situations, des cas concrets, des situations réelles de ce qui s'est passé dans le secteur de la mode. Par exemple, ça peut être le cas du Brexit. Qu'a été la conséquence du Brexit pour le Brexit, donc quand l'Angleterre est sortie de l'Union européenne? Tout à fait. Moi, je travaillais à ce moment-là avec j'avais des clients en Angleterre, qui du jour au lendemain on a dû faire des déclarations de droits de douane, payer les impôts qui étaient en relation avec toutes les importations et les exportations. Également ont dû payer la TVA. Il y a eu énormément de changements qui ont fait que moi j'ai perdu tous mes clients, par exemple. Mais ça a été ma situation, moi, comme petite marque, ma situation énormément de petites marques du côté en dehors de l'Angleterre, donc qui vendaient en Angleterre, mais également en Angleterre qui vendaient en dehors. Donc, d'expliquer un peu ces situations-là. Voilà, ils ne connaissaient pas Brexit. La majorité ne savait pas ce que c'était Brexit, donc il a fallu expliquer ce que c'était Brexit. Mais bon, de voir un petit peu qu'ils se rendent compte. Et de là, je suis passée, par exemple, au cas américain, des États-Unis, de vouloir, OK, les États-Unis, avec les impositions de droits de douane, qu'est-ce que ça va être, les conséquences? Ou quelles sont les conséquences? Donc, au niveau politique, on décide de dire qu'on va faire qu'une production 100% américaine. Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est pas possible? Et de commencer à regarder également par rapport au tissu. Quand on parle de mode durable, on parle beaucoup, ça passe en grande partie, mais pas que, sur les tissus qu'on porte. Et de leur expliquer, on va regarder les entreprises, les marques de luxe, quel tissu elles utilisent. Et là, c'est la grande surprise. Et alors? Grande surprise. On peut trouver du polyester dans des habits à 1 000 € parfaitement, sans aucun problème. Donc pour elles, c'était une prise de conscience et pour certaines personnes de se dire, d'accord, on a une problématique et cette problématique n'est pas que par rapport à ces entreprises chinoises qui font des envois massifs, c'est aussi des entreprises qui sont positionnées sur un marché de luxe avec des prix, un segment haut et qui ont aussi cette forme de travailler. Donc, leur surprise pour moi, a été quelque chose de bénéfique de me dire, j'ai créé
cette surprise, cet étonnement, se dire, OK, il faut travailler dans toutes les entreprises du secteur textile. Et la plus grande surprise que j'ai eue avec eux, et peut-être aussi qui m'a un petit peu de me dire, ouf, il y a du travail, c'est des réflexions de me dire, la problématique est si grande dans le niveau de la mode qu'on va pas pouvoir changer les choses. Tu penses? Ben non, c'est ce qu'on m'a dit. Et c'est ce qu'on t'a dit. C'était l'avis d'une étudiante. Et là, je me disais, mais... Ah, pardon, excuse-moi. C'était l'étudiante qui me disait, on ne peut plus changer les choses. On ne peut pas changer les choses. Et moi, j'ai essayé de lui expliquer, de lui faire comprendre, ce sont eux. Enfin, tout le monde peut changer les choses. Oui. Et eux encore plus. Oui. Parce qu'ils sont nouveaux, parce qu'ils peuvent apporter des idées nouvelles, parce qu'ils sont dans ce moment de réflexion, de voir qu'est-ce qu'ils peuvent apporter au secteur de la mode et comment ils peuvent le faire. Oui. Je suis d'accord avec toi parce que des fois on blâme un système, mais en fait on oublie que nous sommes soi-même le système. Oui. Tu vois ce que je veux dire? Donc en fait oui. Tout à fait. C'est les étudiants et c'est le futur. Si eux ils cassent ce système, et ben ils pourraient mais je pense qu'il y a un challenge quand même. Il y a un challenge, mais c'est possible. C'est totalement possible. Il y a des entreprises qui sont en train de le faire et je pense que le mouvement doit... il faut qu'il y ait un minimum de personnes pour enclencher un mouvement et que ce mouvement grandisse de plus en plus. Et je crois qu'on en est là. On parle de plus en plus de durabilité. Il y a de plus en plus de marques qui font des choses de manière différente. Des consommateurs, il y a une prise de conscience. Donc je pense que tout est en marche et qu'il faut des points d'inflexion, des points qui permettent d'aller encore plus vite. Encore plus vite, oui. Et je pense que l'éducation, de travail qu'on peut faire dans ces écoles de mode, là, sont très importants pour leur faire comprendre et leur inculquer justement cette possibilité de faire changer les choses. Et dis-moi, quel serait, je dirais, là je vais parler un petit peu plus au niveau culturel, quel serait dans la mode, qu'est-ce qui te choque le plus dans les cultures, ce que tu as pu voir un petit peu autour de toi? Parce que évidemment à Barcelone c'est quand même une ville et multiethnique, donc tu vois plein de choses, tu vois aussi des personnes. Je te parle là de la population, de façon de s'habiller, d'être. Ton opinion par rapport à du passé et par rapport à maintenant, par rapport au passé et maintenant. Tu vois ce que je veux dire? Je pense qu'au passé, il y a 20 ans avant, on n'était pas réellement conscient de tout ce que provoquait notre consommation. C'est ça. Et maintenant, je pense que 20 ans après, il y a énormément de discours très alarmistes sur tout ce qui est en train de se passer au niveau environnemental, au niveau du changement climatique. Il y a énormément. Et ça a à voir avec tout ce qu'on est en train de faire nous, en tant que consommateurs et les entreprises en tant que producteurs. Oui. Donc, je pense que ce que je vois, c'est qu'il y a cette information, on est tous conscients de ce qui est en train de passer. Mais il n'y a pas encore de prise de conscience dans l'action. On n'est pas dans l'action. On n'est pas conséquent entre ce que l'on sait et notre manière de vivre. Voilà, de vivre. Et notre manière de produire. On est encore loin. On a encore un fossé. Et ce qui est un peu, parfois, moi, peut me désespérer. Après, j'aime pas être dans le radicalisme ou la radicalité, je sais pas comment on dit, d'imposer ou d'être alarmiste, parce que je pense que on va pas y arriver de cette manière-là. Donc, je pense qu'on a un grand challenge à faire évoluer encore plus les consciences des consommateurs et des entreprises pour qu'il y ait vraiment un changement au niveau de l'action. Qu'on consomme moins, qu'on produise moins, qu'on consomme mieux et qu'on produise mieux. Et ça, c'est compliqué dans la mentalité qu'on a de business. Si on ne pense qu'au business, que marge, que bénéfice, et qu'on oublie de prendre en compte tout ce qui est notre impact environnemental, de tout ce qu'on est en train de faire, du début jusqu'à la fin, et l'impact social. C'est ça que un petit peu ma question. De toute façon, tu l'as bien répondu. C'est ça, c'est cet impact social, tu vois, qui fait que moi, ça m'inquiète un petit peu quand même, de façon, on va dire, cette façon de consommer aussi rapide. C'est comme sur, je vais pas nommer les réseaux sociaux, mais puisque bon, tout le monde s'en sert, mais ça va vite comme ça. Quoi. C'est ça. On n'a pas le temps même d'apprécier quelque chose. Totalement. Qu'on est déjà passé à autre chose. C'est ça. Et on a un grand problème aussi avec tous les déchets, avec ce qu'on fait après de tous ces habits qu'on n'en veut plus.
Et surtout s'ils ne sont pas de qualité, surtout si c'est du polyester, quand c'est difficile à recycler, ou si c'est des tissus qui sont mixtes, c'est très difficile aussi à recycler. Quand on a du coton avec du polyester, de la viscose, avec du polyamide, qu'est-ce qu'on fait avec tout ça? Et l'Union européenne a décidé que c'était les entreprises qui allaient être responsables de tous ces déchets. Et mes entreprises ne savent pas quoi faire. Donc, il y en a qui nous envoient en Inde. L'autre fois, je parlais avec une amie à moi qui est journaliste. Elle était dans les Cachemires, tu sais, dans les montagnes là-bas, et ils étaient en train de brûler. Elle pensait que c'était une montagne, mais en fait, c'était des habits, des textiles, des vêtements. Ils envoient dans des pays comme ça. Il y en a qui arrivent par des tonnes compressées, tu sais, c'est comme des paquets compressés par cargo, et hop, c'est envoyé. C'était incroyable les images qu'elle m'a envoyées. Bon, c'est pas le sujet aujourd'hui, donc peut-être un jour on parlera de ça, et je l'inviterai en même temps avec toi pour pouvoir en parler. Mais j'étais waouh, quoi. Et là, c'est quand même ça donne à réfléchir à ce qu'on achète, ce qu'on porte, même au niveau de la santé. Oui. Ce que tu portes sur toi. Bien sûr, ça a un impact sur notre santé. Parce qu'on le pense pas des fois, mais c'est associé tout ça avec ce qu'on portait à l'époque, et que maintenant il y a des maladies, des choses qui se déclenchent qui n'y avait pas avant. Bien sûr. Et pourquoi? Parce qu'il y a des fibres qui sont synthétiques, qui sont faites à partir du polyester, et également par rapport aux teintures. La majorité des teintures qu'on utilise, mais même pour ce blanc et la tétin, c'est-à-dire c'est des teintures qui sont aussi faites à partir du pétrole, qui sont synthétiques. Et au tissu, on leur fait énormément de traitements. Je dirais un tissu, il faut qu'il ait des qualités, pour qu'il soit agréable, pour qu'il nous laisse transpirer, pour qu'il ait une tombée. Et tout ça, c'est un traitement. Ce sont des traitements qui sont faits avec des produits qui sont chimiques, et que par la suite, on conserve dans ces tissus-là. Donc, on respire avec. Nos corps transpirent et respirent toutes ces toxicités et tout ce polyester qu'on porte. Voilà. Je pense que nos auditeurs et auditrices, spectateurs qui nous regardent seront d'accord avec moi qu'il faut que tu continues ta marque, il faut que tu continues la marque Miss Soutine, parce que je pense que ça peut déjà, bien sûr, faire du bien à notre planète, mais aussi peut-être à un moment donné, les générations, cette nouvelle génération va réaliser toutes ces choses-là, tous ces points que tu viens d'évoquer par rapport à ce fast fashion, par rapport à cette fast, débit, tac, 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 partout où on voit. Donc, j'espère, et je le souhaite, en tout cas, je ferai tout pour soutenir pour le projet Musitine, la marque Musitine, pour que ça continue, pour que tu puisses retrouver. Je pense que c'est très bien ce que tu fais, parce que tu as fait pendant 10 ans Musitine. Maintenant, tu enseignes aussi en mettant tes connaissances à ces élèves à l'université qui, eux, sont en train de faire des masters, qui, eux, vont peut-être être créateurs. Et j'espère que eux également, ils feront attention. Bien sûr. Quand ils vont créer, quand ils vont lancer peut-être leur marque future, prendre tout ça en considération et être conscient de ce qu'ils sont en train de ce qu'on peut faire, le mal qu'on même on pourrait faire juste à la planète, notre planète. Tout à fait. Voilà. Et je voudrais juste, pour terminer, juste te demander de cette question. Si tu aurais un mot à mettre sur... on a déjà défini l'élégance, la mode, mais un mot tout simplement à dire à notre audience, spectateurs qui nous écoutent et qui nous regardent là maintenant, parce que accessible et maintenant également postcard, donc on peut t'entendre, on peut t'écouter même dans la voiture. Qu'est-ce que tu dirais finalement, toi maintenant qui es quand même bien ancré dans ton métier, avec le respect de notre planète, le respect même, je dirais, du textile qu'on porte, etc. Qu'est-ce que tu mettrais comme mot de fin sur la mode, sur l'élégance, sur ce que tu fais? Qu'est-ce que tu dirais en général? Tu vois ce que je veux dire? Oui, c'est difficile, un seul mot. Peut-être une phrase, je te dirais. Mais je pense... ce serait un mot, ce serait peut-être être conséquent avec nos valeurs. Et parce que ça englobe tout.
Je pense, effectivement, il faut avoir ces valeurs-ci, mais je pense que la grande majorité des gens, nous avons ces valeurs-là. Oui. Et qu'il nous faut ce lien avec la conséquence, d'être dans l'action, soit le reflet de nos valeurs. De vos valeurs. Oui. Et je voudrais quand même signaler que Miss Utine, il y a aussi des accessoires. Oui. Je me rappelle que tu avais des sacs. Oui, j'ai fait un peu de ça, mais je les ai pas encore mis à la vente parce que je suis pas encore très contente avec eux, donc ils sont pas accessibles encore en ligne. Je les ai pas finis, mais voilà. Oui, Voilà. les deux. Et donc, bon, j'aurais plusieurs petits mots de fin. Si je dois te dire, Noélia, dis-moi ce que pour toi qu'est-ce que la mode accessible? Qu'est-ce qu'une mode accessible? Alors, moi, je pense qu'une mode accessible, c'est une mode durable d'abord. Je pense qu'il faudrait rajouter le mode durable et une mode durable accessible, c'est une mode qui est respectueuse, tout simplement. Qui est respectueuse. Qui est respectueuse de notre planète, respectueuse de soi-même, de comment on vit, comment on consomme. Et sur ce point, nous continuerons à suivre Noélia Montero. Nous continuerons à suivre son progrès avec Miss Utine, tout ce qu'elle est en train de faire et surtout continuer à l'encourager. Allez sur son site internet, vous allez voir des photos, vous allez voir tout ce qu'elle fait, mais nous aussi on va tâcher de vous en montrer là durant cette émission, mais surtout continuez à acheter et à vous faire plaisir, parce que c'est aussi un plaisir, parce que souvent on n'achète pas parce qu'on a forcément besoin de quelque chose. Il faut continuer de vivre, il faut continuer à se faire plaisir, bien sûr, tout en ayant conscience. Oui. Et de trouver des habits qui nous représentent vraiment et qui nous apportent quelque chose et qui vont nous suivre pendant des années dans notre vie, avec qui on va se sentir bien, à l'aise. Voilà. Et nos amis étudiants, et n'oubliez pas, retrouvez-vous entre vous, faites une soirée pizza et mode en vous échangeant. Tout à fait. N'est-ce pas? Oui. Si ils se réunissent entre 30 personnes, imagine, ils s'échangent et ils s'achètent pour une valeur symbolique un vêtement, et ben vous aurez eu quelque chose de nouveau, de neuf. Et comme tu disais tout à l'heure, parce qu'on quand on a déjeuné tout à l'heure ensemble, tu disais qu'il y avait encore des vêtements, des fois, dans les armoires des personnes, il y a encore les étiquettes. Tout à fait. Oui, bien sûr. Il y a une partie des habits qu'on ne met jamais. Oui. Donc voilà, et là vous serez avec quelque chose de nouveau et vous allez pouvoir échanger comme ça, je sais pas, tous les 3-4 mois. C'est très 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 bonne idée, très très bon tuyau. En tout cas, je te remercie beaucoup et je sais que tu as on parlait de ça, mais on va en parler brièvement. Tu as aussi ta famille, ton mari et tes enfants. Oui. D'ailleurs qu'on salue, Laurent et les garçons, on vous salue. et eux, comment est-ce qu'ils réagissent par rapport à ce que tu fais? Comment est-ce qu'ils t'encouragent ou comment? Voilà. Je pense qu'ils aiment beaucoup le projet, le fait que leur mère soit dans une entreprise, ils aiment beaucoup ça. Je pense aussi que pour eux c'est très difficile parce qu'ils sont jeunes et qu'ils ont énormément d'appels de sirène de réseaux sociaux et d'une autre mode et d'autres marques. Oui. Donc c'est difficile et comme ils sont jeunes, adolescents ou jeunes, 21 ans, moi j'espère juste que j'ai mis comment on dit, la sémie. Tu as mis la graine. Oui. Et que plus tard ils se rendront plus compte de vraiment ce qui est important dans la mode. Oui. Mais en tout cas j'essaie de leur suivre, de leur expliquer. Et je pense que d'un certain côté ça les amuse et à un moment ou à un autre surtout les deux plus jeunes m'ont dit qu'ils voulaient m'aider, comme qu'est-ce qu'ils pouvaient faire pour moi. Donc je sens que ça pourrait être une entreprise familiale. Pourquoi pas. Très bien. En tout cas, nous les saluons. Moi, je les embrasse bien fort et Noélia, je t'embrasse très très fort et je te remercie beaucoup d'être venue ici. Donc nous sommes à Porto, Portugal et je suis sûre que on va se retrouver parce que je sais que Miss Utine va continuer. Et on ne sait jamais ce que Accessible pourra emmener et également essayer d'apporter en soutien à Miss Utine, à ta marque et de continuer à faire évoluer et connaître cette marque. Tant qu'on peut, on le fera ici sur Accessible et je vous remercie beaucoup. Donc c'était Noélia Montero. Surtout n'hésitez pas à aller sur son site, vous allez entendre
elle va continuer à créer, elle continue à créer tranquillement, mais je pense que vous allez continuer à entendre parler d'elle. Et également, je te souhaite beaucoup de bonnes énergies, de beaucoup je dirais pas de chance parce que tu rayonnes par cette énergie qui est très positive, mais de continuer à faire ce que tu fais avec tes étudiants, je crois que ça c'est le futur. Oui. Donc continue et je t'embrasse bien fort bon retour ici et on va se retrouver de toute façon sur Accessible avec Noélia, très certainement peut-être dans un autre pays, faisant peut-être autre chose par rapport à la mode. Mais je sais qu'on se retrouvera. Je vous embrasse bien fort et je vous dis donc à bientôt à notre prochain épisode. Et prenez bien soin de vous. Je vous remercie et je vous souhaite une bonne soirée ou une bonne nuit. Je vous remercie. Au revoir. Au revoir. Au revoir Noélia. Au revoir. Merci.